Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Au programme de cette analyse approfondie, on aborde un phénomène qui intrigue énormément. C'est un sujet souvent entouré de mystères, de fantasmes très tenaces, mais aussi de beaucoup d'idées reçues. On va plonger dans le monde complexe des agences de rencontres avec des femmes asiatiques. L'idée de notre discussion, c'est vraiment de rassembler absolument tout ce qu'il faut savoir, toutes les dynamiques cachées, avant même d'envisager de se lancer dans une telle démarche. C'est tout à fait ça. Et pour offrir l'image la plus complète, la plus nuancée et surtout la plus objective possible, on a épluché une pile de sources vraiment très variées. D'un côté, il y a la vitrine, c'est-à-dire les sites promotionnels d'agences matrimoniales comme Franchisia, Mitesia ou encore l'agence très haut de gamme Demain c'est toi. Ouais, la façade quoi. Exactement. Et de l'autre côté, on a l'envers du décor. On s'est penché sur des guides de prévention contre les arnaques sentimentales, notamment les rapports très détaillés du site Le Tunnel de l'amour. On a aussi intégré la réalité purement administrative, parce que c'est crucial, avec les textes de loi officiels du service public français concernant le droit de séjour. Et il y a aussi cette fameuse thèse, non? Oui, absolument. Pour lier tout ça et donner une véritable profondeur psychologique, on s'appuie sur une thèse universitaire fascinante issue de la base de données CORE, rédigée par Marion Bottero. Cette thèse décortique la sociologie et l'ambiguïté fondamentale de ces relations transnationales, particulièrement en Asie du Sud-Est. La mission de cette plongée au cœur des sorts est très claire. Il s'agit de démystifier complètement cette quête amoureuse mondialisée. L'objectif, c'est d'aller bien au-delà des clichés habituels du type l'occidental riche et la pauvre asiatique pour vraiment comprendre comment tout ça fonctionne. Parce que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Exactement. On va se demander quels sont les rouages financiers hallucinants de ces agences. Quel est le cadre légal, parfois d'une rigidité extrême, qui encadre le mariage transnational? Et surtout, quelles sont les dynamiques psychologiques profondes qui poussent des individus issus de cultures à des milliers de kilomètres l'une de l'autre à se chercher mutuellement? Bon, décortiquons tout ça. Commençons par la base. L'écosystème même de ces agences. Quand on arrive sur ces plateformes, que vendent-elles exactement et à quel prix? Durant les sources promotionnelles comme Mitesia ou Franchisia, c'est l'image incroyablement idyllique, presque figée dans le temps, qui est vendue aux clients. Le marketing de ces sites s'appuie très fortement sur des catégorisations par nationalité, en utilisant des stéréotypes culturels assumés et, disons-le, extrêmement marqués. Ah oui, le fameux catalogue par origine. C'est exactement ça. On y vante, par exemple, l'élégance japonaise, qui est systématiquement associée au raffinement extrême et à la discrétion. Ensuite, on a le charme chinois, qui est marketé comme un équilibre parfait entre le respect des traditions ancestrales et le dynamisme de la modernité, ou encore la douceur et la gentillesse, souvent rattachées au fameux sourire thaïlandais, présenté carrément comme une garantie de paix domestique. En fait, on vend une promesse de sérénité absolue. Oui, et le message de ces plateformes est sans aucune équivoque. En lisant les textes de Franchisia, on voit qu'ils rejettent explicitement les rencontres éphémères. Pas de libertinage, pas de culture du swipe qu'on trouve sur les applications de rencontres classiques. Non, c'est vraiment l'anti-Tinder par excellence. Voilà, le service est vendu exclusivement pour quiconque souhaite fonder une famille, s'engager dans une relation sérieuse, durable. Tout l'argumentaire tourne autour de valeurs familiales qui, selon leur rhétorique, se seraient prétendument perdues ailleurs. Mais là où le grand écart est vraiment impressionnant en épluchant ces sources, c'est sur la question des tarifs. L'approche financière varie du tout au tout. Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'institutionnalisation totale de la recherche amoureuse. On assiste à une transformation de la quête de l'âme sœur en un service tarifé, extrêmement structuré, avec des gammes de prix qui révèlent des modèles économiques radicalement opposés. Du simple au centuple, quasiment. Oui. D'un côté, on a l'approche presque industrielle. La source Franchisia, par exemple, mentionne un abonnement en ligne classique autour de 29 € par mois. Mais là où ça devient intriguant, c'est qu'ils offrent une sorte de garantie de service après-vente. Dans une garantie sur l'amour, comment ça marche concrètement? Eh bien, le site promet que si l'utilisateur n'a pas obtenu au moins 10 contacts sérieux avec des partenaires recommandés au bout de 3 mois, l'agence offre une extension gratuite de l'abonnement. L'amour est littéralement traité comme une question de statistiques, de volume de contacts et de taux de conversion. C'est fou de voir la rencontre amoureuse chiffrée de cette manière. Et puis, à l'autre bout du spectre, on trouve dans les sources des descriptions d'agences classiques ou positionnées sur le très haut de gamme, à l'image de l'agence Demain c'est toi. Et là, on ne parle plus du tout de 29 € par mois.
Ah non, pas du tout. La facture annuelle s'envole et se situe entre 1 500 et 15 000 euros. Pour 15 000 euros, j'imagine qu'on ne se contente pas de vous envoyer 10 adresses e-mail. Non, pour de telles sommes, l'agence ne vend plus un simple accès à un catalogue de profils en ligne. Elle vend un accompagnement sur mesure, une prestation de luxe de bout en bout. Les documents décrivent une création de profils amoureux ultra détaillés. On parle d'un véritable profilage psychologique, d'un suivi personnalisé par des conseillers, de diagnostics émotionnels réalisés par des spécialistes du couple. Un vrai travail de fond, donc. Totalement. Il y a même pour les offres les plus chères un coaching en images pour préparer l'occidental à la rencontre, lui apprendre les codes culturels pour ne pas commettre d'impair. Et il y a ce détail incroyable mentionné dans les documents. L'option break. Une option break, c'est-à-dire qu'on peut mettre sa recherche amoureuse sur pause, comme on suspendrait un abonnement à la salle de sport. C'est exactement l'idée. Cela permet aux clients de suspendre temporairement les recherches de l'agence pour prendre le temps de voir comment une relation naissante évolue dans la vraie vie. Ou tout simplement pour souffler s'il se sent submergé par les propositions. C'est la marchandisation ultime de la rencontre amoureuse, encadrée par des garde-fous commerciaux. Alors, face à un marché aussi structuré, avec ses formules économiques et ses garanties, on en vient forcément à s'interroger sur le profil et les motivations profondes des clients qui paient pour ça. Pourquoi cet attrait spécifique et persistant pour l'Asie? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, on touche au cœur du sujet. Quand on se plonge dans la thèse universitaire de la chercheuse Marion Botéron, on découvre une grille de lecture sociologique passionnante. La thèse explique que la quête d'une partenaire asiatique cache souvent chez un certain nombre d'hommes occidentaux une réaction directe face à ce que le célèbre sociologue Zygmunt Bauman a théorisé sous le nom de modernité liquide. Oui, la modernité liquide, c'est un concept central pour comprendre ce phénomène. La thèse consacre une analyse très poussée à cette crise des identités sexuées en Occident. Pour résumer l'idée de Bauman reprise dans l'étude, notre époque contemporaine a fluidifié, voire dissous, tous les repères traditionnels qui étaient autrefois solides. Tu veux dire au niveau du travail, de la famille? Tout à fait. Les carrières professionnelles changent tout le temps, les lieux de vie aussi, et surtout, les rôles de genre ne sont plus du tout balisés comme il y a 50 ans. Tout devient instable, négociable en permanence, ou liquide. Et face à cela, certains hommes se sont perdus. Ils perdent leurs repères. C'est ça. Les témoignages recueillis dans la thèse montrent des hommes qui perçoivent et décrivent souvent les femmes occidentales de leur entourage comme trop indépendantes, trop exigeantes dans la négociation du quotidien, ou, pour reprendre leurs termes cités dans l'étude, masculinisées. Ils expriment une sorte de fatigue face à la négociation permanente du couple moderne et un sentiment de déclassement. Et c'est pour échapper à cette liquidité angoissante qu'ils se tournent vers l'Asie. Ils y cherchent un modèle très précis, quelque chose de solide. La thèse parle d'une véritable quête d'hyperféminité et d'un retour à une complémentarité traditionnelle des genres. Ils veulent revenir à un schéma très classique. Voilà. D'après les sources, ces hommes veulent une relation qui leur est présentée comme plus simple, un schéma où l'homme assume de nouveau un rôle clair de pourvoyeur et de protecteur financier, tandis que la femme prend soin du foyer, se montre dévouée et valorise la virilité de son conjoint sans la remettre en question. Il y a, dans ces témoignages, un rejet explicite de la compétition au sein du couple et de l'égalité stricte des sexes telle qu'elle est pensée en Occident aujourd'hui. Mais là où la thèse de Botéro est brillante, c'est qu'elle vient pulvériser l'idée préconçue selon laquelle la femme asiatique serait un monolithe homogène qui attendrait sagement de remplir ce rôle. Ah oui, c'est la grande force de cette recherche. Elle dresse un contraste absolument saisissant entre les dynamiques observées en Thaïlande et celles observées en Malaisie. Ce n'est pas du tout la même réalité. Commençons par la Thaïlande. Le profil dressé par l'étude est assez spécifique et lié à des conditions socio-économiques très dures, non? En effet, selon l'étude, en Thaïlande, les femmes qui s'engagent dans ces relations transnationales via des agences ou des sites sont très souvent issues de milieux ruraux ou de classes sociales fortement défavorisées. Pour elles, l'objectif premier est d'assurer une sécurité économique vitale. C'est une question de survie presque. Oui, le conjoint occidental y est parfois perçu, et la thèse utilise cette expression frappante recueillie sur le terrain, comme un walking ATM, un distributeur automatique de billets ambulant. Mais il ne faut pas voir cela uniquement par le prisme occidental du profit froid. La source explique qu'il s'agit d'une économie du don culturellement ancrée. C'est-à-dire, c'est un échange de bons procédés?
En quelque sorte, la femme offre des services domestiques irréprochables, de l'affection, un dévouement total et un statut social à cet homme. En retour, l'homme a l'obligation morale d'assurer un soutien financier régulier. Et attention, non seulement pour elle, mais souvent pour toute la famille élargie restée au village. C'est un contrat tacite. Le contraste est total quand on passe la frontière et qu'on regarde les données sur la Malaisie. Le profil dressé par la source bascule complètement dans un autre univers. C'est le jour et la nuit. En Malaisie, l'étude décrit des femmes engagées dans ces recherches transnationales qui sont très souvent d'origine chinoise et issues des classes moyennes ou supérieures. Ces femmes ont fait de longues études universitaires, elles ont voyagé, elles parlent un anglais parfait et surtout elles ont déjà d'excellentes situations professionnelles. Elles ne cherchent absolument pas un occidental pour payer leurs factures. Pas du tout. Pour ces femmes malaisiennes, la motivation est d'ordre purement intellectuel, idéologique et sociétal. La thèse indique très clairement qu'elles recherchent chez un occidental une relation égalitaire, une véritable connexion intellectuelle. Elles cherchent l'inverse du modèle traditionnel en fait. Exactement. Et surtout, elles cherchent une porte de sortie pour échapper au machisme local ou aux immenses pressions religieuses et familiales de leur propre culture, qu'elles jugent beaucoup trop patriarcales et étouffantes. Elles utilisent paradoxalement la figure de l'homme occidental pour accéder à un espace de liberté personnelle et d'indépendance qu'elles n'arrivent pas à trouver sur le marché matrimonial local. C'est fascinant comme renversement de perspective. Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est extrêmement éclairant. On observe comment les individus naviguent sur ce grand marché matrimonial mondialisé pour revaloriser leur propre capital. Pour les Thaïlandaises évoquées, c'est une conversion vers un capital économique. Pour les Malaisiennes, c'est l'acquisition d'un capital symbolique, culturel et de liberté d'action. On voit bien que chacun arrive avec ses propres attentes, en espérant y trouver son compte. Mais une fois que le profil idéal est identifié et que le désir de se rencontrer est acté, il faut bien passer à la réalité concrète du terrain. Le fameux premier rendez-vous. L'épreuve du feu. C'est ça. Et là, c'est fascinant de lire les conseils pratiques donnés par les agences. Prenons le site Une rencontre asiatique qui édicte les règles d'or de la première rencontre. Le niveau de détail est surprenant. Il ne laisse rien au hasard. D'abord, la ponctualité. Le site insiste, ce n'est pas juste une question de politesse occidentale. C'est décrit comme une marque de respect cruciale pour la face de l'autre. Le site conseille aussi de toujours sourire, de faire des compliments précis sur la tenue de la personne, qui s'est souvent beaucoup préparée. Oui, montrer qu'on apprécie l'effort. Bauche. Apparemment, c'est un travers très courant chez les clients occidentaux stressés. Et à côté de ces conseils de savoir-vivre, il y a des consignes de sécurité basiques. Toujours privilégier un lieu public, un café ou un restaurant animé, et fuir les lieux isolés. Mais la source glisse aussi un conseil psychologique assez déroutant pour notre public occidental. Ah oui, le conseil sur le passé amoureux. Voilà. Il est parfois ouvertement suggéré aux hommes de mentir, ou du moins de minimiser drastiquement le nombre de leurs ex-petites amies lors des premières conversations. La justification apportée par le site, c'est que ces femmes asiatiques, dans ce contexte précis, ne cherchent pas un séducteur invétéré ou une aventure sans lendemain. Elles veulent être rassurées. Elles cherchent un époux, un roc, une stabilité familiale rassurante. Un passé amoureux étalé et trop chargé pourrait immédiatement être perçu comme un signal d'alarme, un signe d'instabilité émotionnelle ou de frivolité, et ruiner toute chance de deuxième rendez-vous. Conseiller de mentir sur son passé dès la première heure pour prouver sa stabilité. Voilà qui pose des bases assez ironiques pour une relation basée sur la confiance. C'est un peu paradoxal, oui. Mais supposons que la magie opère. La rencontre se passe merveilleusement bien, l'amour est au rendez-vous et le couple décide de franchir le pas ultime, s'installer ensemble en France. C'est ici que l'analyse se heurte à un mur que l'argent des agences ne peut pas faire disparaître, le labyrinthe administratif français. Le fameux parcours du combattant. Les données extraites du service public sont d'une froideur implacable. L'amour n'efface pas magiquement les frontières administratives. Loin de là. L'installation d'un époux étranger en France est un marathon administratif extrêmement balisé. Il ne suffit pas de se dire oui. Imaginez, le couple se marie à l'étranger, souvent au cours d'une belle cérémonie, et pense que le plus dur est fait. Mais non. C'est là que les ennuis commencent. La première étape légale, indispensable, est la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français. Sans ça, le mariage n'existe pas aux yeux d'Air France. Et bien sûr, l'administration vérifie rigoureusement qu'il n'y a aucune situation de polygamie. Mais le véritable sésame, l'obstacle majeur, c'est le visa. Le fameux visa long séjour. Exactement.
Pour entrer et séjourner légalement sur le territoire, le conjoint étranger doit obtenir un VLS-TS, un visa de long séjour valant titre de séjour. C'est un processus lourd, intrusif, qui demande de prouver la sincérité de l'union. Et même une fois ce précieux visa obtenu, rien n'est acquis définitivement. L'intégration administrative se fait vraiment par étapes successives, sous haute surveillance. Après la première année couverte par le VLSTS, il faut retourner à la préfecture pour demander une carte de séjour pluriannuelle, généralement valable 2 ans. Et on recommence la paperasse. Voilà. Ensuite, si et seulement si tout se passe bien, après 3 ans de séjour régulier, le conjoint peut enfin espérer obtenir la fameuse carte de résident de 10 ans. Mais la source du service public martèle une condition sine qua non à chaque renouvellement. La communauté de vie? L'administration exige des preuves tangibles que la communauté de vie matérielle et sentimentale n'a pas cessé. Facture d'électricité aux 2 noms, compte bancaire joint, preuve de vie commune sous le même toit. L'État vérifie littéralement que l'amour, ou du moins la cohabitation, est toujours d'actualité. C'est très intrusif et pour couronner ce parcours du combattant, la demande de naturalisation française, l'acquisition de la nationalité, ne peut même pas être envisagée avant 4 années complètes de mariage ininterrompu. C'est un processus qui demande une patience infinie, une rigueur documentaire absolue. C'est clair que ça décourage les moins motivés. Cela démontre bien qu'épouser un ressortissant étranger n'est pas qu'un engagement romantique. C'est engager son couple dans un face-à-face avec les lois de l'immigration sur près d'une décennie. Un parcours du combattant juridique colossal, oui. Mais il faut aussi avoir conscience que, pour beaucoup, ce stade administratif n'est jamais atteint. Car le chemin de la rencontre internationale est aussi pavé de graves désillusions. L'un des documents de notre pile, le guide de prévention de l'agence Le Tunnel de l'amour, lève le voile sur une réalité glaçante. La véritable industrie de l'arnaque sentimentale. Oui, le côté sombre du marché. Il y a un risque énorme de tomber sur de fausses agences, de faux profils, dont l'unique objectif est de créer une dépendance émotionnelle artificielle, de jouer sur la solitude des gens pour leur soutirer un maximum d'argent. C'est une mécanique de fraude très sophistiquée. Le guide Le Tunnel de l'amour identifie d'ailleurs des signaux d'alarme très précis. Le premier indice majeur réside dans la nature même des échanges écrits. On observe des réponses génériques, stéréotypées, qui pourraient s'adresser à n'importe qui, totalement dépourvues de détails personnels réels. Des messages copiés-collés en somme. Absolument. La source prend l'exemple d'utilisateurs qui, après des semaines à envoyer des emails enflammés et souvent payants, réalisent soudainement que leur interlocutrice ne répond jamais précisément à leurs questions et répète les mêmes formules vagues. Le deuxième signal d'alerte, encore plus flagrant, c'est le refus systématique et continuellement repoussé d'organiser des appels vidéo ou une vraie rencontre. Toujours une bonne excuse. Voilà, l'excuse classique de la webcam cassée, du manque de connexion Internet ou d'une urgence familiale de dernière minute justifiant l'annulation du voyage. Le but de ces réseaux criminels n'est absolument pas de former les couples. L'objectif est de générer des revenus en forçant les victimes à prolonger indéfiniment des échanges sur des plateformes où chaque message envoyé ou même chaque minute de connexion est facturé à prix d'or. L'investissement financier se chiffre parfois en dizaines de milliers d'euros. C'est dramatique! Et l'impact émotionnel sur la victime lorsqu'elle réalise qu'elle est changée avec un robot ou un employé de centre d'appel est tout simplement dévastateur. Mais attention, la tromperie n'est pas le seul danger. Même lorsque l'agence est sérieuse, que les personnes sont bien réelles et leurs intentions sincères, le mirage de l'amour exotique peut se fracasser très violemment contre le mur de l'incompréhension mutuelle. C'est un pan entier de la thèse sociologique de Marion Bottero. Et c'est là que la dimension humaine est la plus touchante et la plus tragique, je dirais. Le fossé culturel peut s'avérer infranchissable. Il y a d'abord tout bêtement la barrière de la langue. Les sources décrivent de nombreux couples qui tentent de bâtir une vie entière en communiquant dans un anglais extrêmement approximatif. Le fameux Singlish. Oui, en Thaïlande, la thèse surnomme ce dialecte de survie le Singlish. Concrètement, cela permet de gérer la logistique du quotidien, faire les courses, organiser la journée. Mais ça empêche totalement toute discussion profonde, toute nuance psychologique, tout débat d'idées. Les échanges restent en surface, ce qui génère à la longue une forme de silence pesant ou d'ennui conversationnel profond dans le couple. Je vois, et ce n'est même pas le pire si je comprends bien. Non. Le choc frontal le plus violent, celui qui brise le plus de couples, selon la source, se situe sur la définition même de l'amour et le rôle de la générosité matérielle. Ah oui, c'est l'exemple fascinant du kinyao abordé dans la recherche. C'est très révélateur. Dans la culture thaïlandaise décrite par l'étude, la générosité matérielle n'est pas vue comme un plus. C'est perçu comme la preuve tangible
irréfutable de l'amour et du respect. C'est constitutif de l'engagement. Un homme qui aime véritablement sa partenaire doit subvenir à ses besoins et par extension se montrer généreux envers sa famille. Mais mettons-nous à la place de l'occidental. S'il refuse d'envoyer de l'argent régulièrement, que ce soit par prudence financière, par peur de se faire avoir, ou simplement à cause de son principe culturel voulant que l'amour ne s'achète pas, il se verra immédiatement affublé de ce terme, kinyao, qui se traduit par radin. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite pique ou une insulte légère. Pour la femme asiatique dans ce contexte, c'est une perte de face sociale humiliante auprès de sa communauté. Et c'est vécu comme la preuve absolue d'un manque de sentiments réels de la part de l'homme. C'est un dialogue de sourds. Les sentiments purs doivent être totalement détachés des questions matérielles, percevra cette demande financière constante, cette pression pour aider la belle famille, comme une preuve de cupidité, de vénalité, voire d'une forme de prostitution déguisée au sein du mariage. Cela soulève une question importante, presque vertigineuse. Comment est-il seulement possible de bâtir une relation sincère, pérenne et solide quand elle débute sur un malentendu culturel aussi fondamental concernant l'expression et la définition même de ce qu'est l'attachement amoureux? C'est un choc frontal entre deux grilles de lecture du monde diamétralement opposées. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte? En rassemblant toutes les pièces du puzzle de notre pile de sources, le constat est sans appel. Se lancer dans la recherche d'une partenaire asiatique via une de ces agences est à des années-lumière d'un simple clic romantique sur Internet pour trouver l'âme sœur. C'est beaucoup plus lourd de conséquences. C'est un véritable engagement financier qui peut se révéler très lourd. C'est l'acceptation lucide d'un parcours du combattant juridique et administratif imposé par les lois strictes de l'immigration française. Et c'est, plus que tout le reste, une plongée vertigineuse dans des dynamiques sociologiques d'une grande complexité, où les attentes intimes de chacun, qu'il s'agisse de fuir la modernité liquide ou d'échapper au machisme local, sont profondément façonnées et souvent biaisées par sa propre culture. Majeur qu'il faut en tirer. Quiconque envisage cette démarche complexe ou cherche plus largement à comprendre l'évolution vertigineuse du couple moderne face à la mondialisation doit réaliser une chose fondamentale. L'exotisme ne résout jamais, ou grand jamais, les problèmes de couple ou les carences affectives personnelles. C'est une illusion de croire ça. Oui, l'exotisme se contente de les déplacer géographiquement, de les transformer et souvent même de les amplifier à travers le prisme déformant des différences culturelles. La rencontre avec l'autre, cette fameuse altérité qu'on va chercher à l'autre bout du monde, ne dispense absolument pas du difficile travail de communication et de compréhension mutuelle. Au contraire, elle l'exige de manière encore plus intense. Une exigence de tous les instants, en effet. Mais pour clore notre analyse sur une note qui pousse la réflexion un cran plus loin, penchons-nous sur un dernier élément tiré de la page Wikipédia consacrée au concept de mariage transnational. Jusqu'ici, notre discussion a surtout tourné autour de l'avant-mariage, de la quête, du choc initial de deux cultures distinctes et de la difficulté de les faire cohabiter sous le même toit. Mais qu'en est-il du fruit de ces unions une fois les obstacles franchis? La source encyclopédique met en lumière une conséquence fascinante de ces mariages mondialisés, l'émergence de ce qu'elle nomme les enfants de troisième culture. Ces enfants, nés de ces unions transnationales, grandissent à la croisée des chemins. Ils ont une identité hybride. Exactement. Ils naviguent entre la culture du pays de leur mère, celle du pays de leur père, et parfois même la culture d'un pays d'accueil tiers. Ils baignent simultanément, et depuis leur naissance, dans de multiples langues, de multiples codes sociaux et traditions. Ce qui est véritablement captivant dans cette lecture sociologique, c'est que ces enfants développent une affinité naturelle et viscérale pour la diversité. D'après la source, arrivés à l'âge adulte, ils finissent extrêmement souvent par épouser eux-mêmes des personnes d'horizons tout aussi divers et complexes que les leurs. Ils perpétuent ce métissage. Ils brouillent ainsi totalement et de manière irréversible les frontières traditionnelles de la nationalité, de la génétique et de l'appartenance géographique. La question fascinante pour notre public, la réflexion que l'on laisse méditer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, est la suivante. Et si ces agences de rencontres, malgré toutes leurs ambiguïtés morales, malgré les stéréotypes marketing d'un autre âge et les transactions économiques parfois cyniques que nous avons largement analysées aujourd'hui, et si elles étaient en réalité en train de créer, très discrètement, la toute première génération d'une société véritablement post-nationale, une société future où le concept même de culture d'origine n'aura, finalement, plus aucun sens. Sur ce, c'est la fin de notre plongée dans les sources. Merci d'avoir partagé cette réflexion avec nous et à très bientôt pour une nouvelle analyse de notre monde complexe.